Et maintenant, on va commencer live en Facebook, excuse-moi. Voici. Ça prend un petit moment, mais c'est le seul moyen de le faire. Voici. Done to speaking, you have your microphone is שקט. Your video is stopped. זהו. Audrey, je continue. Donc là, on est en train de suivre la conférence aussi en live sur Facebook. Et voilà, nous sommes en live, donc je te représente. On est aujourd'hui avec professeur Anthony Glinoer de l'Université de Sherbrooke, Québec. Anthony va nous parler de la parole double des éditeurs français. On inaugure aujourd'hui notre série, notre cycle de conférences sur la richesse et de la culture et de la littérature francophone. Et comme j'ai dit tout à l'heure, nous commençons par le centre, c'est-à-dire la littérature au Québec, et par le centre, encore une fois, et non pas par la périphérie, par ce qui se passe d'habitude aux coulisses, c'est-à-dire ce que font les éditeurs. Aujourd'hui, j'espère avec toi, Anthony, mettre tout ça au centre. Et juste avant de partager l'écran avec toi, je voudrais partager mon écran pour vous montrer notre série. Et donc, voici, pardon. Voilà. Voilà. Donc, première conférence d'Anthony Glinoer. Et puis, vous allez recevoir tout ça normalement par votre email. Alors, Anthony Glinoer est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur l'histoire de l'édition et la sociologie du littéraire et professeur, comme j'ai dit tout à l'heure, à l'Université de Sherbrooke. Tes travaux portent principalement sur l'histoire de l'édition, avec Naissance de l'éditeur, l'édition à l'âge romantique avec Pascal Durand en 2005, sur l'étude des représentations dans la littérature de la vie littéraire, en codirection avec d'autres fictions du champ littéraire en 2010, d'imaginaire de la vie littéraire en 2012 et de romans à clé en 2014. Et sur les groupes d'écrivains et d'artistes, notamment L'âge des cénacles avec Vincent Lény en 2013. Ton dernier livre publié, c'est La Bohème, une figure de l'imaginaire social en 2018. Tu es aussi l'animateur des plateformes Socius, donc ressources Socius Info et archiveéditoriale.net. Voilà, et donc Anthony, je te passe la parole tout de suite. Je voudrais partager maintenant l'écran avec toi. Voilà. C'est à toi. Merci. C'est bon, je l'ai. Bon, merci pour cette présentation. Merci surtout pour l'invitation, Galia. Ça me fait très plaisir d'être là, en même temps que cela m'attriste de ne pas l'être tout à fait. On avait pensé à cette conférence il y a déjà 2 ans. À l'époque, le monde tournait encore à peu près dans le même sens. Bon, comme tu disais, j'espère qu'on pourra, ça ne sera que partie remise et que on pourra reprendre cette discussion là où on l'aura laissée
aujourd'hui. Cela ne me fait pas moins très plaisir d'être là aujourd'hui. Je vous remercie toutes et tous de m'accorder votre attention pour aujourd'hui. Je vais partager mon écran de telle manière à vous. Anthony, juste avant de continuer, je vois que je ne peux absolument pas écrire à tout le monde sur le mode chat pour pouvoir traduire. Est-ce que vous savez peut-être comment faire pour rajouter la traduction? Soit je me refais host et comme ça je peux passer, je peux traduire aussi en même temps, soit je vous envoie ça par mail. C'est aussi une possibilité. Ok. Donc continue et je vais faire ça par mail. Donc tu peux lancer ton PowerPoint. Et je vais envoyer la traduction à ceux qui ont. C'est-à-dire que tu traduis et les slides en même temps, ça va devenir. Non, non, c'est bon, c'est bon. Tu peux passer le slide et moi je vais traduire sur les adresses mail. Ok, je continue comme ça. Ok. J'ai des problèmes de connexion Internet ici, mais bon, je continue, Galia. Ok, très bien. Maintenant, on t'entend. Oui, je poursuis. Oui, tout à fait. Ok, c'est bon. Bon, donc, disais-je, je vais vous montrer ce PowerPoint. Comme ça. Très bien. Ça va, vous le voyez? Très bien. Oui, parfait. Donc, parole double de l'éditeur et en fait de l'éditeur français qui est celui qui va m'occuper. J'ai longtemps réfléchi à élargir le projet à la fois pour aujourd'hui et de façon plus générale, puisque cette réflexion se fait dans le cadre d'un livre dont j'ai commencé l'écriture sur l'éditeur, sur les discours de l'éditeur et sur les représentations, ce que j'appelle les figurations de l'éditeur. Donc j'ai longuement réfléchi à élargir ce cadre à autre chose que le cadre de la France. Et puis, pour diverses raisons dont on pourra se reparler, j'ai finalement décidé de m'en tenir à la France, mais d'élargir beaucoup le cadre chronologique, le cadre historique de la réflexion. Donc, Galia gentiment parlait de rappeler un livre que j'ai fait il y a déjà longtemps, qui s'appelait Naissance de l'éditeur, que j'avais coécrit avec avec Pascal Durand, qui était mon professeur à l'Université de Liège, en Belgique à l'époque. Et dans Naissance de l'éditeur, on s'était vraiment concentré sur la période du romantisme français, la première moitié du 19e siècle, si vous voulez. Et là, j'ai vraiment voulu élargir énormément le cadre. Et donc, ce qui m'intéresse ici, et ce qui va m'intéresser dans ce livre, c'est ce que c'est qu'un éditeur, comment ça parle un éditeur, et quels sont au bout du compte ce que j'appelle les imaginaires de l'éditeur. Je reviendrai là-dessus tout à la fin. Les imaginaires de l'éditeur, depuis, disons, le XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Donc, l'empan historique est très, très large et il l'est volontairement dans l'optique qui est la mienne, qui est celle de regarder comment ce que les choses se font, quelles sont les pratiques à travers les représentations, à travers les discours, à travers ce que l'on en dit. Et inversement, comment comprendre les représentations, comment comprendre ce que l'on dit à partir des observations sociales, des observations historiques que l'on peut faire. C'est la façon dont je travaille toujours, des pratiques vers les discours, des discours
cours et les pratiques. C'est ce que j'ai pu faire dans d'autres travaux et c'est ce que je vais essayer de faire à propos de cette figure de l'éditeur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un éditeur? L'éditeur est une de ses fonctions. Je vais mettre une... Excusez-moi, je vais mettre simplement un repère pour savoir à quelle heure je dois m'arrêter. L'éditeur est une de ces figures relativement difficiles à définir. Et il n'y a d'ailleurs pas de définition qui s'est tout à fait imposée, contrairement à la figure du libraire, par exemple, du bibliothécaire. Le bibliothécaire, c'est quelqu'un qui travaille dans une bibliothèque. Un libraire, c'est quelqu'un qui travaille dans une librairie. C'est tout aussi simple pour ce qui est de l'éditeur. En réalité, la façon dont on le définit, et je vais m'expliquer dans une minute pourquoi je dis l'éditeur, pourquoi j'utilise le masculin et pourquoi j'utilise le singulier dans un instant, mais la façon dont on définit ce qu'il est, c'est en général en faisant la liste de ce qu'il fait. Autrement dit, on le définit à partir de la liste de ses fonctions. L'éditeur, c'est l'intermédiaire, et peut-être l'intermédiaire principal, l'intermédiaire essentiel entre l'œuvre telle qu'elle est pensée et l'œuvre telle qu'elle est diffusée. C'est probablement l'intermédiaire principal, ce qu'on peut appeler le médiateur principal à cet égard. Et c'est la fonction médiatrice qu'a voulu, je crois, montrer ou représenter ce que vous voyez dans le petit dessin qui se trouve à la droite de mon image. C'est un dessin de François Scheuten, un grand dessinateur belge, notamment dans ses séries avec Benoît Peters, et dans un livre sur les éditeurs de bande dessinée dans l'occurrence, mais ça ne change rien. Dans un livre sur les éditeurs, il avait proposé cette illustration-là, où l'on voit vraiment ce passage presque comme un sablier, et en même temps, on voit cette transformation sur l'œuvre artistique ou littéraire jusqu'à sa réalisation, et jusqu'à sa diffusion, jusqu'à sa lecture. Donc, un éditeur, c'est, je vous le disais, une liste de fonctions. Qu'est-ce que ça fait? Ça travaille, c'est pour ça que ce dessin n'est qu'à moitié fonctionnel, à moitié représentatif. On en reparlera peut-être parce qu'il est à la moitié. J'ai oublié de vous dire que on a une espèce de forme de sablier sur ce dessin, mais on a l'impression aussi que c'est un jeu d'échecs. C'est une pièce sur un jeu d'échecs. Donc on pourra rediscuter de la métaphore du jeu d'échecs plus tard. Mais, donc, un ensemble de fonctions, qu'est-ce que ça fait? En amont, avant la publication de l'œuvre, l'éditeur travaille déjà beaucoup, bien sûr. Il travaille à choisir, à sélectionner les textes qui vont être publiés. Et on sait que c'est une bonne partie du travail des éditeurs ou des éditrices dans le vrai monde, si j'ose dire, que de choisir les textes. Chaque éditeur, et plus l'éditeur est célèbre, plus le nombre de textes envoyés est grand. Les éditeurs passent une partie considérable de leur temps à lire les manuscrits qu'ils ou elles reçoivent. Donc, la lecture, la sélection, ensuite le travail sur le texte lui-même, les discussions avec l'auteur, les auteurs, les autrices, selon les cas, tout le travail de préparation du manuscrit lui-même, du travail sur la couverture, sur la maquette, et puis en aval, une fois que le livre a été préparé, l'éditeur a encore un travail extrêmement important à réaliser dans la distribution, dans le fait de convaincre les librairies de mettre le livre de l'avant, de convaincre des critiques d'en parler, de le diffuser de différentes manières, qu'il y ait
discussion, une conversation autour de la publication de ce livre, notamment par les réseaux sociaux, etc., etc., etc. Les questions sont très nombreuses et c'est par la liste de ces fonctions souvent que l'on parvient à percevoir ou à définir ou à délimiter ce que c'est qu'un éditeur. Anthony, excuse-moi si tu peux interrompre. Au-delà de ça, et c'est ce que l'on... Oui. Si tu peux interrompre ton image, donc arrêter ton image et laisser le PowerPoint. Donc sans vidéo, je pense que ça ira. On t'entendra mieux. Ok. Voilà, maintenant on t'entendra mieux. Merci. Ok. Si ça va vraiment mal, je peux passer sur un autre réseau. Non, mais là ça va très bien, on t'entend très bien. Ok, parfait. Ok, je repasserai sur mon écran, j'en mettrai la vidéo quand j'aurai fini le PowerPoint tout à l'heure. Ouais, donc j'en étais à vous dire qu'au-delà de ces fonctions médiatrices, hein, il y a une fonction, si vous voulez, symbolique qui est attachée à la figure de l'éditeur. Et c'est ce qu'on essayait de dire dans ce livre Naissance de l'éditeur qu'on avait publié il y a une quinzaine d'années, Pascal Durand et moi. Et ce qu'on essayait de dire, c'était que on voit cela très bien quand on regarde la couverture d'un livre où l'on voit deux noms. On voit le nom de l'auteur, en général en haut, et le nom de l'éditeur, en général en bas. Et ces deux noms, la rencontre de ces deux noms est en fait la meilleure image de ce que l'auteur et l'éditeur sont co-responsables de l'œuvre. Ils le sont juridiquement. Je veux dire, s'il y a un problème juridique lié de plagiat, etc., l'éditeur est responsable juridiquement avec l'auteur. Mais au-delà de ça, il y a une responsabilité symbolique, c'est-à-dire que quand on publie chez un éditeur, on entre dans son catalogue. On entre dans la liste de ceux et celles qui ont publié chez cet éditeur-là. Et donc, on bénéficie, on voit ça très bien avec les grands éditeurs en France, avec Gallimard ou les éditions de Minuit, par exemple, on bénéficie de toute l'histoire du catalogue, de toute l'histoire attachée à la maison d'édition. Elle retombe sur nous, cette histoire. Nous pouvons, et nous pouvons en bénéficier en tant qu'auteur dans cette maison d'édition. Et inversement, l'éditeur, lui aussi, bénéficie de la notoriété de l'auteur qui va publier chez lui. Donc, il y a un échange et il y a une responsabilité partagée, non seulement en termes juridiques, mais aussi dans le prestige associé à une publication. Depuis ce livre, donc, publié en 2005, il y a une quinzaine d'années, j'ai continué de loin en loin. Je vais parler d'un certain nombre d'initiatives, de choses qui ont été faites dans les dernières années, mais j'ai continué à travailler sur la question de l'édition. Et l'une des choses, et notamment en poursuivant la réflexion jusqu'à aujourd'hui, le livre Naissance de l'éditeur était donc sur le 19e siècle. Là, je travaille sur la période, aussi la période contemporaine. Et l'une des choses qui apparaît très bien, quand on travaille en profondeur, c'est qu'on se rend compte à quel point, quand on parle de l'éditeur, c'est en réalité quelque chose comme une fiction. Un éditeur, aujourd'hui c'est certain, et même quand on remonte dans le temps, ça a presque toujours été vrai, c'est une équipe. Un éditeur, c'est une équipe
quand je dis l'éditeur, très souvent, on entend une personne qui est maquettiste, une personne qui relit les ouvrages, une personne qui fait le travail d'édition des textes, une personne qui fait le travail de mise en marché. Donc, c'est une équipe. C'est ce que l'on entend déjà très bien en anglais quand on fait la différence en anglais entre l'éditeur et le publisher. Le français ne propose pas de distinction entre l'éditeur et le publisher. C'est l'éditeur. Certains auteurs avaient même déjà proposé de créer un mot dont on parlerait de publieur ou de publicateur. Je ne sais pas. Ça n'a pas tenu, mais pour refaire surgir cette distinction qui existe en anglais entre celui qui travaille sur les textes et celui qui est le responsable économique. Mais donc, il s'agit toujours d'un travail d'équipe et d'un travail qui est beaucoup plus souvent, à l'heure actuelle, depuis les 20-30 dernières années, beaucoup plus souvent réalisé par des femmes que par des hommes. Et donc, il y a une question genrée dont il faut certainement tenir compte quand l'on parle de cela. La raison pour laquelle on parle de l'éditeur et pas de l'équipe éditoriale, comme on devrait le dire, c'est très probablement du fait que la culture française est une culture très centrée, enfin, pas exclusivement, mais aussi très centrée sur la figure de l'écrivain. Galia Janoszewski connaît ça mieux que personne. Et cette figure de l'écrivain est, comment dirais-je, vient aimanter, vient agir comme un aimant pour cette figure de l'éditeur. C'est un peu ce que je vais montrer tout du long, qui est que finalement, la figure de l'éditeur vient se greffer sur celle de l'écrivain et qu'on essaie toujours de comprendre l'éditeur comme s'il était un écrivain, mais un écrivain qui devait s'occuper des choses matérielles. Celui qui devait transmettre. Celui qui n'a pas pu être le porteur seulement d'un discours, mais aussi, mais seulement, ou plutôt, le porteur du travail de l'autre. Bon. Ce qui va m'intéresser, pour aboutir à ce que je vais appeler les imaginaires de l'éditeur, donc ça, j'arriverai en bout de ligne avec ça, ce qui va m'intéresser, c'est trois types de choses. Ce que j'appellerai les traces, ce que j'appellerai les discours et ce qu'on appellera les figurations. Je vais aller plus vite sur certains que sur d'autres, mais dans tous les cas, il s'agit de prendre les sources de l'histoire du livre, de l'histoire de l'édition. Donc, les documents qui ont été utilisés, mais qui n'ont été utilisés jusqu'à présent que comme des sources archivistiques, que comme des documents de travail, moi, ce que je veux faire, c'est les prendre au sérieux, les prendre comme des textes. Donc, à la fois toutes les sources archivistiques, à la fois les discours que l'éditeur a laissés, a publiés ou a prononcés, et à la fois les mises en texte de la figure de l'éditeur, donc la figuration de l'éditeur, jusque dans la fiction, jusque dans les romans. J'en parlerai pas beaucoup aujourd'hui, mais c'est un élément important. Donc, trace, discours, figuration, c'est le plan de ce que je vais vous dire. Les traces d'abord. Donc, tout le travail de l'éditeur, toutes ses fonctions médiatrices, laissent des traces. Je reviendrai à cette slide, je vais vous passer la suivante.
Je vais revenir, je vais vous parler dans un instant de cette plateforme. Je verrai en fonction de la situation technique si je vais directement sur le site de la plateforme ou si je continue sur le PowerPoint, mais je vais vous en dire déjà quelques mots. Cette plateforme, donc vous avez l'adresse, l'archiveéditoriale.net, qui est entièrement gratuite et en ligne, est la plateforme correspondant à un projet de partenariat international que je dirige, ou quand j'ai bientôt fini de diriger, parce que le projet sera terminé dans les prochains mois. Et c'est un projet donc, international avec des Français, des Suisses, des Québécois et des Franco-Canadiens, qui visait à ces archives d'éditeurs, ces archives éditoriales, dans tout ce qu'elles peuvent, proposer. Donc ça fait 4 ans maintenant que ce projet a été lancé, et l'idée c'est de présenter, d'étudier, en faisant collaborer, si vous voulez, non seulement des institutions, là vous avez la liste là en bas de l'écran, l'Institut de mémoire de l'édition contemporaine en France, l'Association nationale des éditeurs de livres au Québec, différentes universités. Donc non seulement de faire collaborer les institutions, mais aussi de faire collaborer des individus. Peut-être que je peux à ce moment-ci. Voilà. Je vais me promener. Galia, fais-moi un signe, on voit bien. On voit bien, oui, tout à fait. C'est bon. Donc, je vais me promener un tout petit peu sur le site pendant que je vous parle. Donc, ce site-là, c'est un site en fait fondé par ce projet de recherche. Dans le cadre du projet de recherche, vous avez monté ce site. Exactement. Exactement. On a monté ce site-là dans le cadre de ce projet de recherche. Et en fait, même, le site est au cœur de ce projet de recherche. Ce n'est pas simplement une vitrine, parce que l'une des difficultés est de repérer simplement l'existence même des archives éditoriales. Ce n'est pas toujours simple. Donc, c'est un projet d'humanité numérique, en fait. En partie, mais il y a ça aussi. Et l'un des aspects importants consistait à pouvoir repérer et visualiser, notamment géographiquement, où ces archives se trouvent. Et donc, quand vous allez voir sur le site, vous pourrez trouver, bon, je ne vais pas cliquer, mais vous pourrez trouver toute une série de lieux d'archives. Et dans les cas où les archives avaient été dépouillées, on donne accès à, regardez voir par exemple pour la Belgique, vous voyez ici une description de tous les fonds d'éditeurs que l'on a pu identifier. Donc, il n'y en a pas beaucoup pour la Belgique, mais si on va voir pour la France, dans la mesure où là, on avait simplement accès aux bases de données de l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine, l'IMEC, là, vous voyez que le nombre de fonds est beaucoup plus important. Ça se continue sur plusieurs pages. Donc, le premier enjeu était de repérer ces archives éditoriales. Alors, de quoi on parle quand on parle d'archives éditoriales? Qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Quel type de traces, pour revenir au terme que j'utilisais, quel type de traces? On trouve toutes sortes de choses qui sont en général des documents peu pris en considération par les littéraires. Des correspondances techniques, des textes professionnels, des documents administratifs,
des dossiers de presse, des rapports d'évaluation des textes notamment. Bref, ce qu'on pourrait appeler une littérature grise. En français, on appelle ça une littérature grise, auquel on ne s'intéresse pas vraiment, mais qui est là. Et qui pourtant, très souvent, est tout à fait intéressante et tout à fait riche. Et l'idée d'aller vraiment fouiller dans les archives éditoriales et les prendre pour elles-mêmes, c'est en fait le projet d'un gros colloque dont on espère très fort qu'il pourra se tenir au mois de mai à l'IMEC, donc en France, sur les archives éditoriales. Ça devrait être le gros colloque et une publication ensuite. Maintenant, on verra ce qui peut en être étant donné les circonstances. Donc, repérer d'abord ces archives et puis aussi, dans la mesure du possible, les montrer et les mettre en valeur. Alors ça, on l'a fait par différents moyens. Ce qu'on a appelé des vitrines sur des fonds d'archives. Ce sont essentiellement pour pas dire exclusivement, des fonds d'archives canadiens, soit québécois, soit franco-canadiens. Vous en avez une série ici, Fides au Québec. Alors, je vais cliquer sur l'une pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Les éditions du Vermillon, ça en est à Ottawa, donc en dehors du Québec, mais en zone bilingue. Et avec une présentation de ce que l'on trouve dans ces fonds d'archives. Est-ce que les éditeurs ou les maisons d'édition étaient partants pour ce genre de projet? Est-ce qu'ils On a... Redis-moi ça, pardon. Est-ce que les maisons d'édition étaient partants, partageaient volontairement leur fonds d'archives? Alors, dans tous les cas, ce sont des maisons d'édition qui ont déjà déposé leurs archives dans l'une des institutions qui font partie du projet, soit à l'Université de Sherbrooke, soit à l'Université d'Ottawa, soit ailleurs. Donc, elles ont déjà déposé leurs archives et nous, on s'est servi, si je puis dire, dans leurs archives. Autre façon de faire, on a créé un blog avec toute une série de collaborateurs. Vous pourrez aller voir et je vous invite à également y participer si ça vous intéresse. C'est vraiment un blog collaboratif sur différentes pièces d'archives que l'on a pu commenter ou différents documents qui semblaient intéressants en cours de recherche. Et puis également un certain nombre d'activités. Il y en a une que je voudrais vous montrer. Voilà. Il y en a une que je voudrais vous montrer. Donc, c'est une exposition numérique. C'était une exposition réelle, si j'ose dire, au départ, qui s'est tenue à Ottawa, et puis qui est passée à Sherbrooke. Et puis, on en a fait une exposition numérique qui se trouve sur le site Littérature Mode d'Emploi. J'ai vu que l'ami David Martin était avec nous tout à l'heure, donc je le salue et le remercie de son accueil, puisque c'est lui qui a la haute main sur littérature mode d'emploi. Et donc, cette exposition numérique, je ne vais pas la visiter avec vous, mais je vous la signale. C'est une exposition qui porte donc essentiellement sur les archives qui se trouvent à Sherbrooke et à Ottawa, et essentiellement sur la question justement de la mise en marché, les différents marchés que l'on peut avoir, que l'on peut toucher quand on publie au Québec ou au Canada. Au milieu du XXe siècle, pour le dire rapidement, mais la période était plus longue que ça. Donc je vous y renvoie et je retourne à mon PowerPoint. Voilà. Donc ça, c'était les fonds d'archives. Vous voyez la géolocalisation de la chose.
et puis cette exposition numérique dont j'ai dit un mot. Ok. Maintenant, deuxième morceau de ce que je veux vous dire, et qui est en fait comment dirais-je, le cœur de ce que j'essayais de ce que je veux essayer d'expliquer aujourd'hui, ou de ce qui m'a intéressé aujourd'hui, ce sont les discours d'éditeurs. Comment ça parle un éditeur, comment ça parle un publisher, comment ça parle un éditeur, parce que ça ne parle pas forcément de la même façon. Donc, je vous le disais, l'éditeur, il est souvent compris en fonction de ses fonctions, donc pas du tout en fonction de ce qu'il dit, mais en fonction de ce qu'il fait, ou en réalité de ce qu'elle fait, faudrait-il dire, pour l'époque contemporaine, beaucoup plus généralement. Mais quand il parle, et on va le voir, en réalité, il parle assez souvent, même si la réputation qui est la sienne est d'être muet, c'est toujours un homme ou une femme de l'ombre, on est toujours, comme disait Gallia au début, dans les coulisses, et pourtant, il ou elle s'exprime très fréquemment. Mais quand il s'exprime, et c'est toute la difficulté, c'est à quel titre il ou elle s'exprime. C'est pour ça que je vais parler de parole double, un terme un peu, expression un peu étrange au début dans mon titre, mais vous allez voir que ça va s'expliquer. Donc à quel titre parle-t-il? Est-ce qu'il parle comme chef d'entreprise? Est-ce qu'il parle comme intellectuel? Est-ce qu'il parle comme médiateur? À quel titre parle-t-il? Je vais revenir sur cette diapositive-ci, mais je vais d'abord vous montrer les différents types de discours que moi je prends en considération donc, dans le cadre de ma recherche actuelle sur les discours de l'éditeur. Qu'est-ce que je prends en considération? Vous allez voir, il y a une série de types de discours. Je ne vais pas tous vous les présenter parce qu'il y en a de toutes sortes, mais voici ceux qui m'intéressent d'abord et avant tout. D'abord, donc, les entretiens, les interviews. Et j'en dirai un petit peu plus. Évidemment, ce sera l'occasion de pouvoir, j'espère, dialoguer avec Gallia à cet égard-là, puisque c'est elle qui a vraiment posé les bases de ou qui a, comment dirais-je, posé les bases de la réflexion, qui est la mienne certainement, mais celle d'autres aussi, sur les entretiens, toute la question étant de savoir que sa réflexion à elle porte sur les entretiens d'écrivains. Et donc, comment transposer cela, ce sera tout l'enjeu de ce que je vais essayer de dire, à la parole de l'éditeur. Mais faisons d'abord la liste des types de choses que l'on peut trouver. Donc, des entretiens, et ça, là, c'est une capture d'écran, mais sur le site Archives éditoriales, on a rassemblé dans une base de données un bon millier, je ne vais pas retourner sur le site, mais faites-moi confiance, un bon millier de références à des interviews d'éditeurs entre la Belgique, la France, la Suisse et le Canada. Un peu plus de 1000. Essentiellement des entretiens qui ont été faits soit à la radio, soit à la télévision. Et là-dedans, je pourrais discuter plus tard si vous voulez de la méthodologie, mais j'avance. Là-dedans, on a voulu montrer une sélection. Donc vous en avez une sélection là, mais il y en a beaucoup plus sur le site. Et puis, on a voulu aussi, voilà, vous voyez la base de données. Et puis, on a voulu aussi, voilà, réaliser de nouveaux entretiens. Et donc, si vous voulez participer à la création même de l'archive, et après des réflexions, on a confié cela à une journaliste suisse qui s'appelle Amandine Glevarek, qui, c'est amusant, faisait déjà des entretiens avec des éditeurs sur son blog qui s'appelle chronique.com. Vous en avez la référence là sur l'image. Et donc, je me suis mis en contact avec elle en disant, bah, tiens,
puisque vous faites déjà ça et que vous le faites bien, vous pourriez adapter la façon dont vous pratiquez vos entrevues pour coller avec ce qu'un projet de recherche comme le nôtre veut faire et poser des questions à des éditeurs d'aujourd'hui, des éditrices d'aujourd'hui, d'où elles viennent, comment est-ce qu'elles travaillent, comment est-ce qu'elles sélectionnent les textes, comment est-ce qu'elles les mettent en marché, quelle image de marque elles ou ils veulent imposer à la maison d'édition, proposer à la maison d'édition pour laquelle ils travaillent. Toutes sortes de questions comme celle-là qui, bien sûr, nous intéressaient, nous permettaient de conserver davantage la parole d'un certain nombre d'éditeurs, surtout des éditeurs qui ont moins accès à la parole publique que les grands éditeurs les plus reconnus. Donc, on a fait comme ça un certain nombre une quinzaine, un peu moins, une dizaine de nouveaux entretiens qui sont disponibles sur le site également. Il est intéressant de voir que les interviews d'éditeurs ont souvent été réalisées en série. Et ça, c'est un des sujets sur lesquels je me penche. Là, je vous fais juste le fait que vous présentez l'existence même de ces ouvrages ou de ces séries. Mais il y a beaucoup à en dire. Je vous en montre 3 ici. La première date des années 1950. Et en fait, c'est la toute première série dans les nouvelles littéraires. Là, vous voyez les grandes enquêtes des nouvelles littéraires. C'est le document qui se trouve à gauche de l'écran, intitulé « Éditeur, qui êtes-vous » Et donc, pendant plus d'une année, en réalité, une journaliste est allée voir les différents éditeurs en partant de ceux qui existent depuis le plus longtemps. C'est une assez curieuse façon de procéder, mais donc vous voyez qu'il commence par Berger-Levrault, c'est ce que vous voyez en bas de l'image de gauche. Berger-Levrault, pourquoi cet éditeur-là? Parce que c'est celui qui existe depuis le plus longtemps, il a été fondé au XVIIe siècle. Donc on va avancer comme ça jusqu'à arriver à ceux qui étaient à l'époque les petits nouveaux, c'est-à-dire Gallimard et Grasset. Mais dans les années 1950, c'est donc la période de gloire de Gallimard et Grasset qui sont encore vivants, les fondateurs. Cette pratique de l'entrevue en série s'est maintenue, ce qui est aussi une façon de dire que l'éditeur a besoin d'être mis avec d'autres éditeurs pour que sa parole fasse sens. C'est pour cette raison-là qu'on les met ensemble. C'est maintenu, et j'en donne un exemple ici avec les carnets intimes de l'édition française. Ça date de la toute fin du XXe siècle, des années 90. Et en réalité, ce ne sont pas du tout des carnets intimes, puisque c'est une personne qui est allée faire des entretiens avec un assez grand nombre d'éditeurs, plus d'une cinquantaine, et qui a réécrit leurs réponses comme s'il s'agissait de confidences des uns et des autres, ce qui est un curieux dispositif, mais qui est aussi intéressant parce qu'il s'agit de mettre en mots et de recréer un discours autour du discours, autour de la parole des éditeurs. On crée un dispositif autour. Et puis plus récemment, c'est l'image que vous avez à droite, Profession éditeur, 8 grandes figures de l'édition contemporaine racontent, publié notamment par l'IMEC, dont je vous parlais, l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine, qui est l'un des éditeurs de cet ouvrage. Et donc, là, vous avez de longs entretiens accompagnés de photographies avec 8 figures qui ont été choisies et qui sont dans ces années-là, au milieu de 2004-2005, si mon souvenir est juste, à ce moment-là, les figures les plus reconnues. Donc là, l'idée n'était pas du tout d'aller voir vers les petits éditeurs, mais vraiment les grandes figures, comme le terme l'indique. Avant de m'interroger sur
un tout petit peu sur ces dispositifs, je continue à vous montrer différents autres types de prises de parole de l'éditeur dans des cadres un peu différents, puisque bien sûr, dans le cadre d'un entretien, on est toujours dans un dispositif d'énonciation qui n'a pas été choisi par l'éditeur, mais auquel il se soumet, hein, auquel il se plie. Bon. C'est moins le cas dans d'autres, comme les pamphlets, c'est-à-dire des prises de position polémiques sous la forme d'un livre. Hein. Ce n'est pas rien que ça prenne la forme d'un livre. À différentes occasions, en fait, je vais avancer vite, sinon je n'arriverai jamais à Robert Laffont. Pauvre Robert Laffont, on ne va pas le laisser derrière nous. Non, au contraire, on voudrait connaître cet exemple. Et en fait, on est à 47 minutes. Je crains qu'à 60 minutes, il faudra se reconnecter. Donc, il te reste combien de temps, Anthony? Bon, t'inquiète, je vais m'adapter à ça. J'avais pas compris qu'il y avait ça s'arrêtait à 60 minutes, c'est ça? Donc on se déconnecte puis on se reconnecte ensuite pour les questions? Le contrat était d'une demi-heure, mais si jamais on dépasse l'heure, reconnectez-vous aussitôt. Donc, sur le même lien. Okay. Mais si tu peux, mettons, si tu peux. Ça va, t'inquiète, je vais accélérer sur le reste. Mais je vais quand même vous montrer mes diapositives parce qu'il y en a l'une ou l'autre sur lesquelles j'ai passé beaucoup de temps. Donc ce serait triste de ne pas vous montrer cette étendue des différentes prises des différentes, comment dirais-je, saisies des occasions de parole, des occasions de discours par des éditeurs. Donc les pamphlets, celui qui est le plus célèbre, c'est celui qui se trouve au centre, l'édition sans éditeur d'André Chiffrin, qui a eu plusieurs suites et qui a probablement libéré, à certains égards, la parole éditoriale. Mais là où cette parole s'est vraiment développée le plus, c'est dans le cadre des mémoires d'éditeurs. Alors, je vous en ai mis une sélection ici. C'est une sélection. Il y en a encore d'autres. Donc vous voyez que c'est devenu presque une obligation pour un éditeur de quelque importance, si j'ose dire, que de laisser des mémoires. Encore un cas intéressant sur cette idée de la parole double, sur lequel je vais revenir, je vais aller maintenant, sinon je ne le dirai même pas. Encore un cas intéressant parce que très rares sont les écrivains, enfin, je veux dire, très fréquents, pardon, ont été les écrivains à une certaine époque à laisser justement des souvenirs littéraires. Et on est dans un cadre qui est finalement assez proche. Dans des mémoires d'éditeurs, on revient sur les grands moments de son parcours, on revient sur les grandes rencontres que l'on a faites, on revient sur les bons coups que l'on a réalisés. Donc on n'est pas dans le cadre d'une autobiographie traditionnelle, on est dans le cadre de mémoires qui sont de cette manière professionnelles. Hein. On montre ce qui nous est arrivé, ce que l'on a fait, ce que l'on a réalisé. Mais ce qui est véritablement intéressant, c'est que dans toutes ces formes de prise de parole par l'éditeur, il y a une ambiguïté, il y a une ambivalence, il y a même une duplicité. C'est pour ça que je parlais de parole double. C'est-à-dire, c'est-à-dire que c'est très clair dans les entretiens, il est très souvent où il prend la parole, l'éditeur, où il est interviewé, très souvent, par sa proximité avec la littérature. Et quand il parle très souvent, comment dirais-je, non pas depuis la littérature, mais depuis ses entours, depuis ce qu'il a fait, depuis ce qui la rend possible. Et donc, il a une parole qui est toujours une parole double, une parole duplice, parce qu'il est à la fois un homme de mots et un homme de chiffres, nécessairement. C'est à la fois quelqu'un qui pense un catalogue et à la fois quelqu'un qui doit faire tourner une entreprise et peut-être la faire prospérer. Et cette double existence sociale l'amène à avoir des discours qui sont constamment
comment dirais-je, soit dans la justification de cette position, soit dans l'affirmation qu'il y a bien une position pour un éditeur. Il y a bien une manière de parler quand on est éditeur. Alors, je passe rapidement maintenant à Robert Laffont, comme ça j'aurai le temps d'en parler. Je laisse de côté tout ce qui est la question des figurations, c'est-à-dire de la façon dont les éditeurs sont représentés, dont ils sont montrés, puisque l'image que l'on aura d'un éditeur, ce n'est pas seulement l'image que lui voudrait laisser dans ses propres discours, c'est aussi ce que l'on dit de lui, ou ce que l'on dit d'elle. Dans les portraits, dans les nécrologies, c'est une des sources de portraits les plus intéressantes, ce sont les nécrologies. Et également dans les fictions, je vous renvoie là-bas à d'autres travaux sur lesquels je n'insisterai pas, mais à l'heure actuelle, il y a beaucoup de romans, beaucoup d'œuvres littéraires où les éditeurs deviennent des personnages. Et c'est quelque chose également à creuser. Je laisse également de côté le cas de Bernard Grasset, mais vous pourrez aller voir davantage, simplement pour vous montrer cette image-là, d'un personnage qui est devenu, dont on peut vraiment creuser les imaginaires de Bernard Grasset ou de la maison Grasset, du fait qu'il a existé lui-même, Grasset, et on voit de nombreuses représentations photographiques comme ici, il a écrit, et notamment écrit sur la littérature et sur l'édition, et il a aussi été l'objet de représentations. Donc il y a une pièce de théâtre dont vous avez l'image au centre, des romans qui parlent de Grasset, qui mettent Grasset en scène, ou même des souvenirs de gens qui ont collaboré avec lui. Donc tout ça construit une espèce d'image de faisceau dans lequel on peut trouver, comment dirais-je, des concentrations de représentation de ce personnage-là, Bernard Grasset. Et c'est ce que j'aurais voulu faire avec Robert Laffont. On reviendra peut-être là-dessus simplement dans les questions. Pour vous dire un mot de lui d'abord, simplement. Quand il parle, donc j'imagine que vous avez eu le temps de la petite vidéo, et j'en repasserai un mot soit avant la pause, soit juste après. Il parle là en 1989, Robert Laffont, dans la vidéo. Et c'est intéressant parce qu'évidemment, son discours n'aurait pas tout à fait été le même dans les différentes circonstances ou périodes de son existence. Donc, il faut bien pouvoir situer, c'est toujours important quand on regarde une photographie ou quand on écoute un entretien, de pouvoir situer véritablement à quel moment et à quelle position se trouve la personne qui parle. Et donc là, vous avez différentes représentations de Robert Laffont depuis ses débuts jusqu'à, c'est l'image que vous avez au centre, malheureusement la photo n'est pas très bonne, jusqu'à la relève. C'est toujours très important pour un éditeur parce que Robert Laffont, notamment, a, vous voyez, 1, 2, 3, 4 de ses enfants. Et 3 de ses enfants ont travaillé directement sous sa direction et sont devenus éditeurs ou éditrices par la suite. Et donc, il y a véritablement eu une relève. En 1989, quand Robert Laffont parle, il est à l'apogée de sa carrière, véritablement. Ça va aller plus mal par la suite parce qu'il va être... sa maison d'édition va être rachetée, et puis ça va entrer dans toute la saga autour d'Hachette, etc. Donc, ça va un peu plus mal se passer dans les années 90 et jusqu'à la fin de sa vie. Mais à ce moment-là, il est tout en haut. Et par ailleurs, Laffont est quelqu'un qui a beaucoup parlé. Il y a plusieurs entrevues de lui, celle que je vous ai montrée en étude, mais j'en ai une autre qui est un long documentaire de toute une heure avec un long entretien avec lui. C'est quelqu'un qui a beaucoup parlé, c'est quelqu'un qui parle très bien d'ailleurs. J'aurai l'occasion de revenir peut-être sur la façon dont il s'exprime, qui est un cas intéressant. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup publié aussi sur sa propre carrière. Donc, le éditeur qui sonne comme un manifeste, 1974, dont je vous ai fait lire quelques pages. Alors, c'est un texte qu'il publie
donc en 1974, dans sa maison d'édition, dans une collection qu'il a lui-même créée, Un homme et son métier, et qu'il inaugure. Donc on voit que Lafon est aussi quelqu'un qui est capable de se servir lui-même et de mettre, comment dirais-je, sa parole et son image. Vous voyez là, l'œil tourné vers le haut, vers l'avenir, ses ouvrages derrière lui, hein, c'est l'image qu'on voit à gauche, et capable donc de mettre sa parole au service de sa réussite. Et il y aura donc d'autres par la suite. Autopublié si j'ose dire, publié chez Robert Laffont, 20 ans plus tard, un peu moins, Léger étonnement avant le saut, et puis chez sa fille, Anne Carrière, dans un dernier ouvrage, 2005, il est mort quelques années plus tard. Et ça s'est poursuivi. Voilà à gauche une bande dessinée qui a été faite à partir des œuvres de Robert Laffont, intitulée L'Attrape-Livre, publiée chez Robert Laffont. Et puis même, à droite, vous avez, donc, ça s'appelle lisez.com. Je crois qu'ils ont, je sais pas comment ils ont fait pour avoir cette adresse-là. Mais en fait, ça renvoie au groupe éditorial auquel les éditions Robert Laffont participent. Et vous avez là, dans l'image à droite, si on peut retrouver, il y a un podcast qui explique comment ça se passe à l'intérieur de la maison Robert Laffont, etc. Donc, ils ont poursuivi cette idée d'ouverture sur la façon dont l'édition se fait, mais ce qui est aussi une façon de mettre en scène la parole, et en l'occurrence la parole du fondateur. Combien de temps est-ce qu'il me reste, Galia? Là, 2 minutes, mais j'espère que... Alors, je conclus et on reviendra... Alors, si jamais ça se déconnecte, on va tout de suite nous reconnecter, mais sinon, continue. Okay. Donc, je conclus et je reviendrai à la vidéo dans la discussion. Okay. Comme ça, je conclus rapidement. Donc, ce qui m'intéresse au bout du compte, voilà, là, on avait dit, ce qui m'intéresse au bout du compte, c'est ce que j'avais fait avec la Bohème, ce que j'avais fait avec les Cénacles et dans d'autres cas, c'est ce que j'appellerais l'histoire des imaginaires sociaux. Donc, c'est la façon dont les pratiques sociales et les discours sociaux viennent se rencontrer. Et comment nous, chercheurs, pouvons étudier cela, c'est probablement en lisant beaucoup, en regardant beaucoup, en se nourrissant de tout ce que l'on peut trouver, et à partir de cela, que ce soit fictionnel ou non fictionnel d'ailleurs, que ce soit des discours qui assument la fiction ou des discours qui disent voilà, je me mets en scène, par exemple dans des mémoires ou dans des entretiens, et trouver à partir de cela, c'est une approche finalement d'analyse du discours qui n'a rien de comment dirais-je, qui s'inscrit dans des perspectives que l'on connaît bien, notamment chez vous, pour essayer de trouver des topics, ce que j'appelle ici des permanences, des tendances discursives, des images, des lieux, des façons d'être, des façons de faire qui se retrouvent et qui se dégagent de ces ensembles de discours, de telle manière à pouvoir dresser d'une certaine manière voilà, ces imaginaires de l'éditeur ou de l'éditrice en France sur une période longue. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Et puis, Rien ne s'est passé, c'est-à-dire qu'on continue, on peut continuer. OK. Alors, attends. Donc, là, maintenant... Bon, donc je me suis pressé, j'aurais pas dû presser finalement. Non, mais là, tu peux continuer agréablement. Ce qu'on va faire, c'est... Je ne vais pas continuer très longtemps, comme ça il nous reste bien le temps de discuter, mais je vais quand même dire 2-3 mots de cette vidéo. Comme ça, on pourra parler aussi à partir de là. Alors, pour ça, il faut que je revienne ici. Là. Ah oui, si je me souviens bien, le son n'était d'ailleurs pas très très bon. Le son n'était pas très bon. Je vais juste vous en montrer quelques éléments qui m'intéressent. Vous l'avez en plein écran, là? On l'a en plein écran? Oui. Okay.
Juste pour repartir du début, mais je vais la commenter en même temps, parce que le son est tellement mauvais. Pas la peine d'avoir le son. Normalement, vous l'avez eu l'occasion de l'entendre. Je vais juste le commenter au fur et à mesure moi-même. On est là, donc, place Saint-Sulpice. Place Saint-Sulpice, on est en plein cœur du monde de l'édition parisien. Il faut comprendre que le monde de l'édition parisien, le monde de l'édition française est extraordinairement concentré à Paris, et qu'à l'intérieur même de cette concentration parisienne, on a une concentration sur le 5e et le 6e arrondissement de Paris. Donc, tout se passe sur un tout petit, enfin, tout se passe, c'est excessif de le dire, ainsi, sur un tout petit périmètre, une toute petite surface de terrain. Et on voyait ici, au début, arrivant place Saint-Sulpice, ce parcours-là, on a commencé. Vous voyez là la vitrine Robert Laffont, 81 ans, on est dans 89, et passage en revue des différents ouvrages qui ont été publiés par la maison, y compris, voilà, vous l'avez là, les mémoires d'une chanteuse populaire qui s'appelle Mireille Mathieu, qui était très, très célèbre à ce moment-là. Et plus loin, tout de suite, cette question qui est soulevée. Tiens, on est chez Robert Laffont, on est dans un éditeur littéraire, que font les mémoires d'une chanteuse populaire? Et en réalité, c'est très significatif, ce passage en revue et le fait d'avoir montré ces ouvrages-là, très significatif du dispositif dans lequel Laffont est mis, qui est un dispositif excessivement littéraire. Et tout du long de cette entrevue, en fait, on va interroger Laffont sur la façon dont il est éditeur de littérature. Et il va tenter de répondre, lui, en disant « Mais moi, je suis éditeur de plein de choses. » Voyons ici, quand on avance un tout petit peu, et voilà, là, il montre, on le voit dans ses débuts. Intéressant de le voir dans ses débuts, parce que Laffont a un parcours qui est en réalité un parcours très héroïque, raison pour laquelle c'est très facile de remontrer son existence, parce qu'il part de Marseille, on voit qu'il a d'ailleurs masqué son accent quand on l'entend, il part de Marseille avec très peu d'argent, au moment où on est en plein pendant la guerre, et donc pendant l'occupation, il y a peu de papier, tout est compliqué, et il en arrive jusqu'à aujourd'hui, avec cette question posée par l'intervieweur qui lui dit « Mais pourquoi est-ce que vous continuez encore ?» Il dit « Je suis le plus vieux encore en exercice. » Et donc le journaliste lui dit « Mais pourquoi est-ce que vous continuez encore ?» Et il a cette réponse extraordinaire. Il dit « Mais je suis de plus en plus riche. » Et puis il se reprend. Juste, il y a un petit instant, et puis il se reprend en disant « Je suis de plus en plus riche de rencontres, de livres que j'ai publiés. » Mais il y a une ambiguïté très forte au moment où il dit ça, en disant parce que cette parole, je suis de plus en plus riche, est vraisemblable dans le chef d'un éditeur, et en même temps, elle ne devrait pas être dite. Elle entre dans le cadre de quelque chose qui est problématique. L'éditeur est quelqu'un qui devrait parler des œuvres, des réussites, ou de ses rencontres, mais pas d'argent. Et donc, voilà, on est au cœur de ce dispositif où lui-même, où l'éditeur est toujours, il y a toujours une forme de duplicité, il y a toujours une forme de discours double qu'il ne maîtrise pas forcément, mais qui est présent. Et la façon dont Laffont va essayer de se tirer de cela, il le fait là, mais il le fait à de très nombreuses reprises, notamment dans les pages que je vous ai données à lire, c'est en se mettant à la marge du système des prix. Et je termine avec ça. À la marge du système des prix. Pourquoi est-ce qu'il se met à la marge du système des prix? Il le redit ici, et il l'a dit dans beaucoup d'autres cadres. Pourquoi est-ce qu'il se met à la marge des prix, je pense? C'est parce que c'est une façon de pouvoir exister, et notamment pouvoir exister discursivement, si j'ose dire, en tant qu'éditeur. C'est de dire, les prix littéraires consacrent la littérature, indiquent quelle a été la meilleure œuvre de l'année. Un prix littéraire, c'est ça que ça fait. Et c'est le couronnement, c'est la consécration de la littérature et donc aussi de l'éditeur. Et à l'époque, on est dans les années 80, il y a un contrôle beaucoup plus grand qu'aujourd'hui de quelques éditeurs sur les prix littéraires principaux. On parle de Galli-Grasseuil,
parce qu'il y a Gallimard, Grasset et Le Seuil qui contrôlaient l'essentiel des grands prix littéraires. Et Lafon s'était mis en marge. Effectivement, Robert Laffont ne recevait, pour ainsi dire, jamais de prix littéraire. Et se mettre en marge de cette façon-là, c'est une façon de dire, je crois, pour Laffont, et l'affirmer qu'il est en marge de cela, c'est une façon de dire pour Laffont, et ben voilà, moi j'existe dans quelque chose qui n'est pas spécifiquement ou qui n'est pas entièrement dominé par l'image de la littérature. C'est de l'édition que je fais, notamment de l'édition littéraire, mais les critères de la littérature ne devraient pas entièrement organiser, décider du cadre discursif qui est le mien. Voilà, c'est une façon de dire je suis éditeur, et après tout, ça n'est pas pour rien qu'il a publié un livre sous ce titre éditeur. Voilà, je vous remercie encore beaucoup. Je vais refermer cela. Galia, est-ce que je te repasse le contrôle ou est-ce que je le garde? Si tu veux, ouais. Alors. Pour pouvoir après arrêter l'enregistrement. Donc tu fais participants. Ah ouais. Clique sur moi et tu me refais host. Ok, alors attends, il faut que. Comment je fais pour ne plus partager mon écran? Pour qu'on me revoie moi? Je pense. Tu fais Alt-Tab, donc tu passes là. Ouais. Puis... Entre-temps, je te remercie beaucoup pour cette très belle présentation des coulisses de la littérature francophone. Aujourd'hui, il était plutôt question de la littérature française et notamment de Robert Laffont. Mais je pense qu'on peut transposer cette question à d'autres domaines littéraires et notamment quand tu m'as proposé par le passé de participer à ce colloque, j'espère qu'il va avoir lieu bientôt en avril. Je pensais consulter les archives d'Amos Oz, donc d'un grand écrivain israélien décédé il y a 2 ans, bientôt. Et en effet, ce que je cherchais, c'était les correspondances qu'il maintenait avec ses éditeurs en France. Malheureusement, il ne restait pas des traces particulières de cette question, mais j'ai trouvé d'autres correspondances. Et en fait, c'est étonnamment intéressant de voir qu'un auteur comme Amos Oz est extrêmement soucieux de la parole de ses éditeurs nombreux. Donc, pour chaque pays, il va consulter l'éditeur. Il ne va pas transformer son manuscrit, bien évidemment, mais la traduction est extrêmement consciente des conseils de l'éditeur dans chaque pays. Voilà, pardon, c'était une remarque. Et là, ce que j'aimerais faire, c'est lire peut-être des questions et puis donner la parole à l'auditoire. Alors, il y avait une question déjà répondue par David, mais peut-être que David Martin, ici présent, mais peut-être que tu voudrais répondre également. Donc, Denis Charbit pose la Je n'ai question. pas regardé les questions encore. Ok. Ah, ok, donc il dit depuis Excusez-moi, il faudrait peut-être sortir de l'écran, du partage d'écran. C'est en haut. C'est Anthony qui doit faire ça. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Voilà, pardon, j'avais manqué l'opération. Merci Ruth. Donc, depuis les débuts des années 70, les éditeurs publient des newsletters papier puis en ligne. En tient-il compte dans son corpus, donc Laffont, bien qu'il s'agisse d'une publication d'autopromotion des livres, mais aussi de l'éditeur? Enfin, il est des maisons d'édition dont le nom est celui du fondateur, tels Gallimard, Grasset, Stock, et d'autres qui sont neutres, tels Actes-Sud, Édition L'Éclat, Les Arènes. Que peut-il dire de ce phénomène? Là, tu peux lire, il y a déjà la réponse de David. Mais ce type de publication est en réalité plus ancien. Voilà. Il y en a des traces chez les éditeurs francophones dès l'après-Seconde Guerre mondiale. Il donne quelques exemples. Quant à savoir si Anthony en tient compte, il faut lui poser la question. Et voilà. Alors, Anthony. Alors, il y a... en fait, David connaît ça bien aussi parce que
il y a quelqu'un qui travaille avec lui. Alors, j'oublie son nom de famille et je m'en excuse, mais son prénom, c'est Marcella. David, tu préciseras tout à l'heure. Et puis, il y a quelqu'un qui travaille pour ce qui est du Canada avec moi, qui s'appelle Marie-Pierre Luneau, qui est une de mes collègues à Sherbrooke, qui travaille précisément sur ces questions-là, c'est-à-dire les publications internes aux maisons d'édition, notamment les bulletins d'éditeurs. Hein. Donc oui, ça entre très certainement dans le cadre de la réflexion sur les archives. Il y a l'un des cas les plus intéressants, je crois, qui a été étudié, est celui des bulletins que Hubert Nissen, donc le fondateur d'Actes Sud, envoyait aux employés d'Actes Sud, qui était très fréquent et qui était vraiment un lieu de réflexion pour lui sur l'image de marque. Lui, c'est Hubert Nissen, l'image de marque de la maison Actes Sud. Donc, ça fait effectivement partie prenante de ces archives éditoriales. Toute la question, c'est effectivement de savoir à quel titre les prendre, dans la mesure où on a là des formes de discours qui ont été véritablement, je dirais, réfléchies, sont des textes qui ont été écrits, pensés, conçus comme des textes, etc., mais qui sont à destination interne. Ils ne sont pas à destination du public large, mais qui sont conservés. Donc, on est dans des cadres discursifs qui sont assez... qu'il faut prendre en considération en tant que cadre. Alors, l'autre question, d'où est-ce que ça vient que les éditeurs donnent leur nom à leur maison? Ça remonte très loin. C'est pour ça que je disais que le travail que je fais ici porte sur une très longue période, et c'est nécessaire parce que le métier d'éditeur et la fonction éditoriale ont pris beaucoup de temps avant de se stabiliser, si tant est qu'elles soient véritablement stabilisées aujourd'hui, ce dont je ne suis pas sûr. Mais historiquement, l'imprimeur, l'éditeur et le libraire sont, au départ, pendant la Renaissance, si vous voulez, essentiellement à partir du début de l'imprimerie, essentiellement la même personne, le plus souvent. Okay, la même personne qui est, et très souvent, c'est d'ailleurs l'éditeur aussi, autant au sens d'éditeur de textes anciens. Et donc on a le nom de l'éditeur sur la couverture du livre parce qu'il est également libraire, et c'est là que l'on peut aller acheter le livre. C'est la raison de départ pour laquelle on avait le nom d'éditeur sur la couverture des livres, c'est parce que c'était là qu'on pouvait aller l'acheter. Et donc, à partir de là, cette tradition s'est maintenue, et il y a effectivement un effet de marque lié au nom d'éditeur. Les exemples qui sont donnés là sont très justes, Gallimard, Grasset, Stock et d'autres. Avec toute la question de la perpétuation, de la relève. Hein, ce sont après tout des entreprises, souvent des entreprises que l'on va transférer à son fils ou à sa fille, etc. En même temps, la pression est grande, et c'est la raison pour laquelle certains éditeurs ont décidé, c'est relativement ancien déjà, hein, parce que le Mercure de France, à la fin du siècle, fonctionnait comme ça, en partant d'une revue, on est d'avoir pour nom non pas une personne, mais le nom de quelque chose qui viendrait représenter, qui viendrait donner un effet de signal au type de choses que l'on veut faire, ou même à donner un caractère plus métaphorique. Comment dirais-je, parfois je donnerai un seul exemple que j'aime beaucoup, qui sont, vous irez voir, c'est les éditions qui s'appellent les éditions de Derrière la salle de bain. Les éditions de Derrière la salle de bain. C'est très très beau ce que font les éditions de Derrière la salle de bain, notamment des rééditions de Mishima, d'Henri Miller, de littérature érotique, de plein de choses. Il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes. Mais donc, vous voyez là une façon de contourner, c'est ça que je dirais, mais il y a d'autres réponses possibles, de contourner la pression portant sur le nom d'éditeur. Une question peut-être, et ouais. c'est la question de Yael Sonia Armelin.
Dire qu'il y a une double parole, n'est-ce pas une manière de délégitimer la parole de l'éditeur sur le fait qu'il est intellectuel, mais aussi capitaliste? Délégitimer, donc c'est la question de délégitimer. Je pense en réalité que cette parole, elle est en bonne partie non légitimée. Ou si vous voulez, à mon sens, elle n'est légitimée que par comparaison avec la parole d'écrivain. On voit ça très bien dans les entretiens. Maintenant, moi, ma perspective personnelle n'est pas du tout de l'ordre du jugement de valeur. Je ne suis pas du tout en train de... Au contraire, je consomme moi-même à temps plein pour l'instant de la parole d'éditeur et j'essaie de voir de comment est-ce qu'elle fonctionne, comment est-ce qu'elle se déroule, comment est-ce qu'elle s'est mise en place, comment est-ce que l'éditeur a conquis la parole, parce que ce n'est que finalement relativement récemment que le discours d'éditeur est devenu quelque chose de relativement massif. Donc, mon point, c'est de dire que la parole d'éditeur, elle est délégitimée, elle est problématique du fait précisément que c'est à la fois un homme de lettres et le patron d'une entreprise. Que ce double positionnement, ce positionnement à plusieurs facettes, rend sa parole nécessairement plurielle et suspecte à beaucoup d'égards. Mais ce n'est pas un jugement de valeur de ma part, c'est comme ça que je pense qu'on peut la comprendre davantage. Voilà, merci David. Marcella Stribiorska, avec toutes mes excuses pour la façon dont j'écorche son nom, vous avez ça dans la conversation. David pose aussi une question. David, tu veux le poser à haute voix? Merci. Bon, j'en ai plusieurs, mais celle que j'ai posée par écrit, je l'ai déjà oubliée. Donc, je vais en poser une autre et puis j'irai relire après. Tu parlais pour le volet figuration de mise en texte à un moment. Ça veut dire que tu ne tiendras pas compte des images. J'ai pourtant l'impression que si, puisque ce que tu as voulu nous passer, c'était une vidéo de Lafon et je pense que les éditeurs, en tout cas dans un certain nombre de publications, ont donné lieu à pas mal d'images. Je pensais notamment à des caricatures. J'en ai pas de précises en tête, mais enfin, je pense qu'il y en a. Il y a certains corps d'éditeurs comme Jérôme Lindon qui s'y prêtent plutôt bien. Voilà. Et alors, qu'est-ce que j'ai demandé par écrit, mon pipe? Oui, je me demandais si leur mémoire, ils les éditaient plutôt chez eux ou ailleurs. Bon, j'imagine, voilà. Je disais qu'il y avait probablement plusieurs écoles en la matière. Voilà, c'est mes deux questions. Ouais. Je réponds à la deuxième question d'abord. Ah oui, je voulais faire une remarque sur le... Pardon, je voulais faire une remarque sur le caractère assez spectaculairement moche de toutes les couvertures de mémoires d'éditeurs que tu as montrées. Je ne sais pas s'il y avait un concours entre eux, mais à part les mémoires de José Corti chez 10-18, c'est quand même assez spectaculaire, quoi. Voilà, c'est tout. Ah ouais, tu y retournes. Qu'est-ce qu'ils sont oui, mais enfin, ça va au-delà. Hélas. Parce que c'est le caractère extraordinairement moche des couvertures françaises en général. Je veux dire, ce n'est pas spécifique aux mémoires d'éditeurs. Je ne crois pas que ce soit spécifique aux mémoires d'éditeurs. On voit la différence avec ce qu'on fait en Amérique, enfin, aux États-Unis. Non, mais il y a quand même quelque chose. Il y a quand même quelque chose de significatif en termes d'iconographie, c'est que on n'est pas dans de la littérature blanche. Tu vois les couvertures un peu anonymes du point de vue plastique de Gallimard, POL ou Minuit. À part la bataille du silence, là en bas à gauche. Ouais. Ouais, non, mais tu as par ailleurs raison. On voit d'ailleurs que dans certains cas, on tente de signifier le fait qu'il s'agit bien de mémoire d'éditeur, hein, et notamment y a-t-il ou non présence d'une photographie sur les mémoires d'éditeurs. Attention, ce ne sont pas toujours les éditions originales que j'ai mises là, c'est parfois des rééditions. Donc, est-ce qu'il y a une image? Est-ce que c'est une photographie? Est-ce que c'est une représentation qui n'est pas une photographie? Donc, est-ce que l'on veut sursignifier le fait qu'on est dans le monde du livre, ou est-ce que l'on veut faire passer ça, si j'ose dire,
pour un livre comme un autre. Et il y a un peu de tout là-dedans. De la même manière que il y a, je dirais, une grosse minorité de cas de mémoires qui sont publiés à la maison d'édition elle-même et une petite majorité de cas où c'est publié ailleurs. Je vais revenir à ça, remettre ma vidéo. Et est-ce qu'ils ont tendance à se justifier de leur choix de publier ailleurs ou chez eux? Non, non. Passe relativement ça sous silence à ma connaissance. Il faut savoir aussi que ces éditeurs qui ont publié leurs mémoires, comment dirais-je, ça n'est que tout récemment que ça devient une espèce de passage obligé dans les 10-15 dernières années. Et donc, on est dans un truc très mouvant à l'heure actuelle. Donc, il faut faire attention à ne pas, à ma connaissance, je pense, à pas tirer trop de conséquences de quelque chose qui est en train de se produire. Alors, la question de l'iconographie, c'est pas évident dans mon cas. Parce qu'à la fois, bien sûr, je veux dire, une bonne partie de ce que l'on a réuni sur le site Archives éditoriales, c'est de l'iconographie. Enfin, ce sont des images ou des images avec des images animées, des images. Et toi et d'autres avaient travaillé à établir des méthodologies d'analyse de ce genre de contribution, des littéraires qui analysent des images qui portent sur la littérature d'une façon ou d'une autre. Et en même temps, j'ai jamais l'impression d'être à mon meilleur quand je fais ce genre de choses. Donc, j'ai tendance à le prendre en considération et en même temps pas énormément parce que je suis pas sûr de savoir ce que je peux apporter. Voilà, une réponse très honnête. C'est pas le corpus qui pose problème, c'est moi qui pose problème. Anthony, j'ai deux autres questions pour toi. Une porte sur la fonction du porte-parole. Dans les entretiens que tu as vus et d'ailleurs dans d'autres dispositifs médiatiques, est-ce qu'il était beaucoup question de l'autre écrivain, c'est-à-dire de ceux que l'éditeur devrait en principe représenter, ou est-ce que c'était plutôt dans tous ces mémoires, entretiens, pamphlets, etc., est-ce que c'était l'éditeur qui s'est mis ou se met à l'avant? Ça, c'est une question. Et l'autre, ce serait de... Attends, laisse-moi répondre à celle-là parce qu'elle elle va demander un peu de temps. Parce que c'est une question importante et délicate. Il y a eu, je pense, un glissement vers, ou plutôt une conquête progressive, j'ai déjà utilisé ce terme-là sans l'expliquer, une conquête progressive de la parole éditoriale, c'est-à-dire une conquête progressive par l'éditeur, avec toutes les nuances qu'il faut apporter quand on est éditeur, une progressive de même de parler pour toi-même. Et de le disait justement le porte-parole d'un autre. Et notamment, le fait que pendant très longtemps, la seule parole à laquelle avaient accès ou les avertissements de l'éditeur qu'on mettait en début d'ouvrage sous l'Ancien Régime jusqu'à la Révolution française, même encore un peu après. Donc il y a une conquête progressive de cette parole. Et ça n'est que dans les 20-30 dernières années, aujourd'hui, maintenant, que l'éditeur peut entièrement n'être que éditeur, je dirais-je. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a un cas tout à fait intéressant. J'ai perdu toutes les vidéos, mais ça va revenir, j'imagine. Il y a un cas tout à fait intéressant qui est celui de Jérôme Lindon, pour qui il a fallu se saisir de la parole et de l'image, notamment du fait du refus de son auteur, Samuel Beckett, d'apparaître. Donc l'épisode, on est là en 1966, 7, ces années-là,
au moment où Samuel Beckett reçoit le prix Nobel de littérature et refuse d'aller à Stockholm pour recevoir le prix. Et même, il va se cacher, est-ce que c'est en Algérie ou au Maroc, je ne sais plus exactement, mais ou en Tunisie peut-être, je ne sais plus, il va se planquer pendant quelques jours parce que les journalistes le poursuivent. Et donc, vous pourrez trouver sur l'INA, le site de l'INA, il y a une très belle entrevue de Jérôme Lindon qui vient parler de Samuel Beckett à la place de Samuel Beckett. Et c'est même lui qui ira finalement chercher le prix Nobel de littérature à la place de Beckett. Donc, comment dirais-je, la parole de l'éditeur comme porte-parole de son auteur, dans certaines circonstances, a un rôle considérable. La plupart du temps, c'est un rôle d'accompagnement de la parole de l'autre, mais ça peut être un rôle de remplacement dans ce cas-ci. Il y a une question, Galie, il y avait une autre question. Oui, oui, et après, il faudra qu'on boucle. Alors, peut-être que je laisse la parole à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Non, je ne vois pas, je passe tous les écrans. Donc, ma dernière question est en fait un détournement. Ce serait de chercher une autre histoire cachée dans les coulisses. C'est l'histoire des lecteurs, lecteurs-lectrices dans les maisons d'édition, qui eux aussi possèdent en quelque sorte ou prennent partie importante dans ce jeu de pouvoir dans le champ littéraire. Et si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à regarder l'un des fameux débats ou discussions, disputes même, je dirais, entre Christine Angot et, comment s'appelle-t-il? Zut, son nom m'échappe, à la télé. Donc, elle accuse chez Pivot le lecteur de son œuvre de ne pas avoir accepté son livre, son manuscrit à l'époque. Et il dit non, non, mais c'est pas du tout vrai, ce n'est pas ainsi que ça s'est passé, mais c'est ce que vous dites dans votre roman. Donc il y a une reprise par certains écrivains donc, qui reviennent sur certains épisodes avec le lecteur. Et les lecteurs, visiblement lecteurs, lectrices, ont leur propre version. Et des fois, ils le mettent par écrit aussi. Donc, est-ce que ça t'a jamais intéressé? Tu as été voir aussi la parole des lecteurs, lectrices, donc de ceux qui acceptent les manuscrits. Oui, oui, et même c'est en train de devenir un secteur tout à fait intéressant. Dans les dernières semaines, je vais vite parce que je ne veux pas aller au-delà d'11h30, les dernières semaines, j'ai lu des écrits, notamment par des éditeurs, et en l'occurrence, c'est Jean-Marie Laclaftine dont tu parlais, qui lui-même a publié des œuvres sur son travail d'éditeur chez Gallimard. Et donc, c'est devenu effectivement comment dirais-je, une potentialité octoriale que d'être éditeur et de parler en tant qu'éditeur dans le cadre du roman. Voilà. Merci encore énormément, Galia. Merci à toutes les personnes qui ont été présentes. Ça m'a fait grand plaisir de vous voir aujourd'hui. Pour cette première conférence qui inaugure notre cycle. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me l'envoyer, je vais te les communiquer. Avant de nous quitter, s'il te plaît, rends-moi host pour que je puisse éterniser ta conférence par l'enregistrement. Voilà. Voilà, c'est fait. Merci beaucoup. Merci encore à tous et à toutes et à très bientôt le 14 décembre. Je vais vous faire parvenir par écrit donc l'invitation pour la prochaine conférence avec Anne Simon du CNRS sur Proust ou le cri du lapin. À bientôt sur Zoom. Merci. Ouais. Encore Anthony, merci encore. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.